Yippee yippee matin. L'émission qui réveille tes neurones en douceur. Et bonjour, aujourd'hui dans cet épisode de Yippie Matin, nous invitons Jean-Cyril. Il est psychothérapeute, il est aussi acteur, mais depuis quelque temps, il fait aussi une présentation de l'alchimie qui se cache derrière les contes de fées sur son compte Instagram et entre autres choses. Est-ce que je t'ai bien présenté, Jean-Cyril? Ah, ça va, moi c'est ok. Ok. Et du coup, aujourd'hui, on voulait parler justement de ce sujet de l'alchimie parce que c'est Oui, un sujet qui te tient particulièrement à cœur. oui, c'est vrai. Bah, ça sous-tend, disons, on peut dire que ça nourrit mon travail, ça sous-tend les structures d'accompagnement que je mets en place, moi, au niveau thérapeutique. Mhm. Donc c'est vrai que c'est très, très présent chez moi. Pourquoi c'est important l'alchimie? À mon avis, c'est important au même titre que, je ne sais pas, que l'air est important pour respirer. C'est-à-dire que c'est une manière de concevoir et de comprendre la psyché humaine, enfin pas de la concevoir, plutôt de l'appréhender, de la comprendre, de la lire. Et donc ça s'inscrit je pense que à la fois un outil, un instrument, et donc, mais aussi une philosophie de vie qui en fait permet de vivre l'existence de façon, on va dire, plus pleine en fait, complète et de comprendre comment les mécanismes à l'intérieur de nous peuvent être décomposés, harmonisés, et comment toute la psyché est structurée, voilà. Et en Hmm. fait, l'alchimie est présente pas que au fronton des cathédrales ou dans certains écrits ésotériques. Elle est vraiment, ou dans les fourneaux, dans la tanore de l'alchimiste, hein, qui fabrique, enfin, qui transmute le plomb en or. Elle est vraiment présente au quotidien, voilà, dans nos énergies, dans nos vibrations, dans la manière dont la psyché fonctionne. C'est quoi la différence entre la transformation et la transmutation? Ah, alors, alors c'est vrai que moi j'utilise plutôt le terme de transmutation, d'ailleurs, tu as raison de souligner cette différence, mais notamment parce que je lutte beaucoup contre l'hypnose, moi. Alors, c'est pas, enfin, je lutte pas contre l'hypnose, je propose une vision autre de l'accompagnement qui pourrait être, que j'appelle la déshypnose, et qui précisément ne propose pas à la douleur, au trauma ou au problème de changer de forme, mais de changer d'état. Donc de disparaître voilà, de devenir quelque chose d'autre et non pas de revêtir une autre forme. Parce que dans la transformation, en utilisant ce mot, tu vois bien que se transformer, c'est changer de forme. Donc ça veut dire que la nature même de la chose demeure, elle change juste de forme. Or, en fait, je pense que c'est pas comme ça que les choses se passent en fait profondément dans la psyché pour se convertir. Et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les choses changent de nature et d'état. Elles ne changent pas de forme. Elles ne sont tout simplement plus là. C'est plus les mêmes choses qui sont là. Ce que tu Voilà. proposes, du coup, c'est de faire des transformations qui sont beaucoup moins superficielles et beaucoup plus profondes, en fait. C'est ce que tu dis, en fait. Ouais, ça peut raconter ça. Effectivement, ça voudrait dire qu'en fait, déjà, on n'est pas dans les symptômes, mais on est dans quelque chose d'autre que les symptômes. On est plus près des causes que des symptômes. Et c'est effectivement ça. C'est comme si la transmutation était une transformation intérieure, pérenne, durable et d'une certaine façon définitive. Ça ne veut pas dire qu'ensuite les choses, les problèmes ne reviennent pas, mais ça veut dire que quand ils reviennent, on est dans un autre niveau de conscience et que ce ne sont pas exactement les mêmes problèmes, qui ne se disent pas de la même manière, nous ne sommes pas les mêmes. Donc, nous n'affronterons pas les mêmes choses. Donc, si nous retraversons toujours nos nuits noires sous forme de cycle, ce n'est jamais le même jeu qui les traverse. Et voilà, nous sommes dans quelque chose de spiralaire. C'est intéressant, c'est-à-dire que quelque part, tu es en train de dire que c'est bien de s'intéresser aux causes. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Souvent, on a ce côté de, une fois qu'on sait quel est le problème qu'on a, quelle est la cause d'un problème, est-ce que ça suffit de savoir quelle est la cause? Non. Je pense qu'il y a une véritable transmutation, pour prendre ton terme, qui doit avoir lieu plutôt qu'une transformation pure et dure, Oui. pour que cette cause initiale ne devienne plus une justification, en fait, d'une forme de souffrance. Alors oui, c'est vrai qu'on peut se dire, quand on dit la cause, non, alors, enfin, comment dire, quand on dit la cause peut suffire, alors, ou plutôt, elle ne suffit pas. C'est vrai qu'elle ne suffit pas, on a fait quand même du chemin quand on a défini, quand on s'est approché de la cause et qu'on l'a nommée, hein, et qu'on peut symboliser des choses, etc. Mais en effet, ensuite, il y a un travail thérapeutique qui consiste à rompre avec la cause, et y compris la complaisance, y compris le confort que cette souffrance a généré et qui fait qu'on s'est reconnu dans un certain état et qu'on se victimise, etc. Donc il y a une affaire de responsabilisation et effectivement de coupure avec les loyautés, y compris aux causes
les loyautés aux causes de nos souffrances que nous avons, voilà. Mais il y a quand même un aspect dans les thérapies dans la thérapie que je propose de prise de conscience. Donc il y a aussi un aspect, on va dire, où on reconnaît les choses, on nomme, et où la personne peut reconnaître, nommer, et être au clair avec les actes qui ont été posés, soit qu'elle a subi, soit qu'elle a posé elle-même et fait subir, en sachant que dans l'un et l'autre des cas, on ne s'enferme pas dans ce qu'on a fait ni ce qu'on a subi. Parce que l'idée, c'est pas on n'est pas défini par ça. Nous sommes maintenant responsables de ce que nous faisons, de ce que nous avons subi, ou ce que nous faisons de ce que nous avons fait subir. Donc voilà, Intéressant. c'est un peu un itinéraire. Oui, il y a un côté où je pense qu'on ne devient pas thérapeute par accident. Et du coup, j'aimerais proposer à Maud de parler un petit peu de ta carte astrale et de Ok, ce qui avec plaisir. définit qui tu es. Oui, ta carte Avec astrale, plaisir. elle parle clairement de l'intérêt pour l'alchimie, hein. C'est vrai que Ah ça oui. transpire dans ta carte. Déjà, si on devait faire une frontline de ta carte, ce serait vraiment oser briller dans toute ta spiritualité. Je pense que ça a été la grosse dualité de ta vie, ou en tout cas de ton début de vie. Déjà, toi, tu as une carte Mm. qui est très tournée vers le fait que tu es venu faire un travail de connaissance de toi. Ça passe par toi d'abord. Il y a des personnes qui sont plus tournées vers les autres pour après se connaître. Toi, c'est plutôt un travail personnel qui ensuite a pu être partagé avec les autres, donc par ton travail thérapeutique notamment, hein. Donc voilà déjà pour Mm. cette alchimie Intéressant. personnelle Mhm. astrale qui transparaît. Toi, tu as dû faire un travail et tu vas me dire si c'est déjà complètement bouclé ou si tu continues déjà à faire ce travail de réconciliation entre tes énergies de feu. Donc, la capacité à se mettre sur le devant de la scène, l'extraversion, la capacité d'action, et également tout ce qui est énergie d'eau, la spiritualité, les émotions, l'intuition. Et également la terre. Alors pour moi, je pense que la terre, ça va être un peu moins compliqué que les autres énergies. La terre, c'est tout ce qui est réalité, matérialité, Mhm. moment présent. Je pense que toi, c'est plus le feu et l'eau qu'il a fallu réconcilier. Et notamment le fait de te donner le droit d'exister. Vraiment dans Mm. ta singularité, pas juste de vivre, pas juste de respirer, mais vraiment ce droit d'exister dans tout ce que tu es. Ça peut donner ce type de placement de chiron, parce que ça parle, c'est ton chiron qui parle de ça. En début de vie, on peut être plus là pour les autres, on peut Mm. même être un fervent défenseur des causes pour les autres, alors qu'on va pas se défendre soi-même, on va pas donner de Mm. l'énergie à ce qui est important pour nous. Également, avec ton Chiron en maison 8, ça vient encore reparler de cycle de vie-mort, ésotérisme. Alors, vie-mort symbolique, bien sûr. Donc, la fameuse transmutation dont tu parles. Mm. Également, tout ce qui est l'ésotérisme, qui a été quelque chose d'important pour toi, mais qui a pu aussi se travailler à contre-courant au début. C'est-à-dire, en plus, avec ta lune noire en maison 12, il y a pu avoir ce moment où c'est des terrains qui pouvaient faire un petit peu peur, l'inconscient. Tout ce qui était hypersensibilité, tu devais, à mon avis, depuis toujours ressentir des choses très fortes. Ça, c'est ta lune noire qui en parle en Mm. maison 12. Et cette notion on peut avoir très peur de ce qu'on ressent, de peut-être même ce qu'on voit. Martine connaît bien le sujet en tant qu'hypersensible, qui a des capacités également extrasensorielles. Donc, Martine, effectivement, un sujet que tu connais bien. Tout ce qui est également cette notion, on peut avoir des visions, on peut entendre des choses, etc. On peut avoir une perception qui est derrière le voile. Et au début, il faut bien s'acclimater avec ça, parce que c'est pas forcément facile et le monde matériel ne t'aide pas à le faire. Donc, toi, cette réconciliation dont on parlait. Et également, toi, tu as cette capacité à comprendre les grands Mm. archétypes, les mythes. Et ça se transparaît aussi dans ce que tu Ah oui, fais, c'est clair. puisque tu en parles dans tes différentes vidéos et dans ton travail. Il y a toute cette question aussi de contes. Et ces Mm. contes, pour moi, c'est également ton placement de Mercure conjoint à Pluton en maison 2, puisque ça vient parler de quoi? Ça vient parler du fait que tu as cette capacité par la parole à venir apporter des histoires transformatrices. Alors, transmutative, pour reprendre un terme qui t'est cher, mais en tout cas, par la parole, par le récit, par le Ah oui. discours, et en maison 2, ça parle de tes capacités, tu aides les autres à avoir une évolution mentale, à avoir une transformation intérieure, donc ça passe pour toi par le discours. Donc, tu vois, t'es aligné avec ce que tu fais. Et en tout cas, c'est vraiment tes zones de talent. Donc, tu as raison d'y aller. Cette lune noire en Lion, parfois, elle peut te faire douter de toi. Mm. Ce soleil en maison 12, il peut être un peu atténué. Donc, du coup, je pense que le fait que tu aies été acteur par ailleurs a dû justement, c'est le lion en toi qui a dû se dire, allez, Mhm. on y va, on embrasse les énergies de feu, les énergies de sa légende personnelle, on y va. Et en tout cas, cette partie de vie dans laquelle tu es,
Elle te demande, je pense que tu l'as déjà fait par ailleurs, mais elle te demande une déconstruction de l'ego pour justement oser lâcher le besoin de perfection, oser le besoin de si ce n'est pas grandiose, ce n'est rien, lâcher le fait de vouloir aller vers des sommets tout de suite, mais embrasser en fait le fait que toi, ton chemin, il est forcément spirituel, il est forcément lié au fait de transmuter les ombres, notamment avec ton Jupiter en Scorpion, qui est donc met beaucoup d'énergie sur cet élément-là. Et donc, ce Ah, travail de oui. shadow de l'ego qui fait que tu vas être mis en avant par ta capacité à créer un monde meilleur. Donc, grâce au Verseau, clin d'œil, Martine, grâce aux énergies du Verseau, qui fait que du coup, ta capacité à être mis en avant, elle va être du coup démultipliée et les doutes vont tomber aussi. Ça, c'est ta lune noire en Lion qui parle de ça. Ça va tomber par le fait que tu vas faire ça pour un sens collectif. Tu le fais déjà, j'imagine, hein, vu ce que tu fais. Mais effectivement, la clé de cette lune noire, c'est Oui. vraiment la collectivité, créer un monde meilleur et mettre ta capacité de leadership, parce que tu en as, à ce service-là. Et effectivement, pour ton Chiron, c'est ce que tu fais déjà, t'autoriser à t'exprimer, faire taire les doutes, faire ce travail d'amour de toi qui fait que du coup, tu nourris la confiance. Et puis l'ancrage qui te permet également, du coup, du coup, de calmer cette lune noire en maison douce qui peut faire que, bon, on peut avoir peur de se déconnecter. Bah non, c'est juste qu'en fait, tu es un passeur entre deux mondes et un compteur Hmm. pour expliquer ce qui se passe entre. Voilà. Ce que dit ta carte. C'est très, finalement, je suis déterminé par la carte. Moi qui croyais, j'aurais dû, j'aurais dû suivre ce qu'elle disait, savoir la lire depuis le début, ça m'aurait évité bien des erreurs. Et en même temps, Ah, mais moi, je prêche. je pense que tu nous parlais la dernière fois, quand on a discuté ensemble, de tension créatrice. Je pense que Oui, oui, effectivement, c'est sûr. rencontrer des obstacles, c'est aussi une partie des choses qui sont intéressantes dans la vie. Hmm. Oui, 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 non, mais tout à fait. Je peux pas, je peux pas nier que c'est bien cette errance qui, et puis toutes ces tensions, ces apparents échecs, on va dire, ou ces renoncements, ces souffrances qui font qu'aujourd'hui je suis là, ces prises de conscience successives. Voilà ce dont, mais Mm. voilà ce qui est, puis je pense il y a un temps pour tout. De toute manière, on est obligé d'expérimenter. Quand bien même, je plaisante, parce que quand bien même, si j'avais su tout cela depuis le début, j'aurais quand même fait ce que j'avais à faire pour me rendre compte que tout ça était donc vrai. Enfin, c'est le principe. Mais ouais, ouais, c'est très parlant, c'est assez étonnant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. Enfin, voilà, ça va vite, mais il y a beaucoup d'images qui me nourrissent dans ce que tu as dit. Je te remercie. C'est très Avec intéressant, plaisir. d'autant plus que ça permet d'éclairer, avec le travail que fait Maud, cette capacité en fait excusez-moi, j'ai mes chats derrière qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc, ce que je trouve bien, c'est que ça a permis d'éclairer aussi ce fait que tu étais là pour expérimenter tout un tas de choses. J'ai souvent cette expression qui Mm. consiste à dire que l'expertise, c'est justement d'avoir rencontré tous les problèmes. Donc, il faut avoir rencontré beaucoup de problèmes dans sa vie pour avoir la possibilité de résoudre des choses. Mm. Donc, c'est assez éclairant sur le fait que bah, finalement, même si on sait plein de choses au départ, même si on fait de l'astrologie qui est là pour Mm. nous éclairer, ou si on étudie un peu cette forme de déterminisme de la vie, eh bien, il y a une forme Mm. comment dire, de chemin qu'on va prendre, hein, qui va être Ouais, toujours ouais, tout à pris par fait. notre libre arbitre. D'ailleurs, tu disais aussi lors de nos Mm. échanges précédents que tu n'étais pas fan de ce côté il faut toujours aller bien. Mm. Oui, non, c'est-à-dire que je suis un peu méfiant vis-à-vis des injonctions du développement personnel et puis et puis d'autres phrases un peu magiques du New Age, parce que je vois beaucoup de personnes qui essayent de se répéter des mantras un peu comme ça, tout fait. Voilà, lâcher prise, faire ceci, faire cela. Non, je trouve qu'il y a là-dedans, il y a aussi quelque chose de pervers un peu, qui est d'éviter le mal-être, alors que le mal-être lui-même est source. Enfin, ce sont des périodes de gestation, de prise de recul sur plein de choses. Il y a des choses qui se passent, de maturation, qui sont en train de se transmuter, transformer, d'agir aussi et d'être. Et peut-être que c'est OK, en fait. Alors, c'est toujours mieux d'être accompagné dans ces traversées, mais les tourments, revenir aux tourments, je pense que c'est toujours plus sain que de coller des étiquettes. C'est comme hein, la mode des étiquettes, TDAH et compagnie, il y en a beaucoup. C'est bien de savoir ce dont on souffre. C'est toujours bien de savoir qu'on est hypersensible, d'avoir un post-it sur le front, bonjour, je suis hypersensible. Mais enfin, on ne peut pas, un, se réduire à ça, et puis, deux, c'est pas non plus une définition absolue.
Et d'autre part, ça ne nous empêche pas de vivre ce que nous avons à vivre. Enfin, ça ne doit pas nous éloigner de vivre ce que nous avons. Enfin, vous voyez Ça tu vois doit ce pas que je non veux plus dire? être une Voilà. déresponsabilisation, hein. Ce Oui, n'est pas une parce que déresponsabilisation. Et puis, on a une étiquette ou entre guillemets un mm. handicap qu'on nous a un petit peu collé dessus que ça doit devenir une excuse en fait à certains Oui, comportements ou ou à ne bien pas une se restaurer. fierté. Ou Oui. bien une fierté. Moi, je vois pas mal de parents qui m'amènent leurs enfants et qui sont très fiers de me dire que leur enfant est TDAH ou ceci ou cela. Pour moi, c'est une espèce de considération qu'on passe à côté des choses, en fait. Il n'empêche qu'il y a un tourment. De quoi ce tourment est-il le nom? Voilà. Et qu'est-ce qui va naître de ça? C'est ça qui est intéressant. C'est pas tant, voilà, d'aller bien à tout prix, n'importe comment, et 24 heures sur 24. Mm. Je trouve ça très angélique comme vision de l'humanité, en fait. Oui, et puis il y a un Et petit un peu côté. dangereux aussi. Mm. Oui, je pense que ça empêche aussi une certaine forme d'expérimentation de la diversité, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter des choses qu'on n'aurait jamais expérimentées parce qu'on est comme ça. On a un petit peu cette étiquette, oui, mais moi je suis comme ça, alors du coup je ne peux pas faire ça. Et en fait, on s'empêche très souvent de faire des choses Alors ça, sur si les on... étiquettes, oui, c'est clair. Mais sur la tyrannie du bien-être, je trouve qu'il y a quelque chose d'angélique au niveau de la Euh, tyrannie de ce hum, bien-être, hum. c'est-à-dire d'être. Je vois beaucoup de comptes Instagram avec des phrases magiques qui sont écrites comme ça et je trouve que c'est un peu, c'est niais en fait. Je trouve ça niais. Voilà, moi je trouve ça niais. Je trouve que ce que j'appelle le new edge, Martine, c'est ce que j'appelle le new Martine edge. sera d'accord avec toi, hein. Et Martine a justement une ouais. super expression pour ça qui Hmm. est le potox. C'est Oui, oui, voilà, les injonctions de Potox, de positivité toxique. oui, voilà, ça fait partie de tout ça. J'avais commencé à écrire un livre d'ailleurs qui s'appelait L'exégèse des lieux communs du bien-être. Mais c'est après, voilà, je comprends hein, aussi hein, à quoi ça répond, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça veut dire. Mais voilà, je suis prudent avec ça. Je pense qu'il y a une certaine richesse dans la passion, c'est-à-dire la passion dans le sens souffrance aussi un peu nécessaire, c'est-à-dire parfois de devoir se dépasser et de faire quelque chose Hmm. d'intense, d'aller parfois dans une certaine forme, pareil pour le sport, pour n'importe quoi. On a déjà eu des invités qui étaient coachs sportifs, etc. Mais je pense qu'il y a une certaine dose d'intensité qu'il faut parfois se permettre dans la vie et elle n'est pas que dans les émotions positives, elle n'est pas que dans le bien-être, je vais bien, tout va bien, quoi. Oui, en plus, oui, bien sûr. Et parce qu'en plus, il y a un mouvement de l'une vers l'autre. Enfin, il y a un mouvement de la vie. La vie, n'est pas figée. Elle n'est pas figée voilà, dans une posture, dans un état. Mm. Disons, c'est à la fois angélique et c'est pour ça que je dis que c'est pervers parce que c'est renier au fond le mouvement de l'homme dans l'homme. Parce que si on va chercher l'homme dans l'homme, on ne peut que se dire que l'homme est en mouvement. Que c'est pas, si on est dans la fixation, d'un côté comme de l'autre, je trouve qu'on est dans une forme d'artifice à la fois sclérosant et finalement qui nie ce qu'est l'homme en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il pour autant il faut accorder, il faut vivre pleinement ses émotions au détriment d'eux, au mépris d'eux et jusqu'à ceci, cela, même Mhm. passer à l'acte parce que je suis en colère, j'ai envie de buter mon voisin qui fait trop de bruit la nuit, donc c'est mon droit de prendre une Kalachnikov et lui tirer dessus parce qu'il faut que j'exprime ma colère. C'est pas ça, il faut bien symboliser, il faut bien être dans le lien, il faut bien comprendre tout ça. Mais je trouve que cette injonction à aller bien qui quand même pullule sur les réseaux est tout de même le signe que nous n'allons pas bien du tout et que nous passons à côté des choses, quoi. Voilà. Mais justement, on C'est passe très son temps. enfantin en fait. Mm. On passe son temps à essayer de fuir un état, en fait, sans comprendre que cet état peut être enrichissant. Oui, c'est ça. Et qu'il est sans doute nécessaire parce qu'il mène à un autre état. Et c'est comme si on voulait vivre dans un pays où il faisait toujours jour et toujours beau. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est vraiment très enfantin, mais infantile plutôt même. Justement, C'est-à-dire, en, ouais. en parlant Mm. d'enfantin et d'infantile, entre guillemets, tu as choisi quand même de faire quelque chose qui est de décomposer de façon alchimique les contes de fées. Pourquoi les contes Oui. de fées, du coup? Et parce que les contes de fées, j'ai remarqué en les lisant moi-même à mes enfants, hein, de nombreux enfants, que ils parlaient. Parce que d'abord, tout le monde, c'est déjà dit en lisant des contes de fées, ils parlent autant aux adultes qu'aux enfants. Or, c'est tout de même bizarre. Ce sont des histoires qu'on raconte traditionnellement dans les familles aux enfants le soir avant de s'endormir, même si elles font peur, et d'autant plus si elles font peur. Or, en fait, on voit bien que le conte s'adresse autant à l'adulte qu'à l'enfant. Et que probablement, il n'est pas là pour endormir, mais pour éveiller, pour réveiller plutôt. Et donc, si on commence à analyser les contes, parce que je trouve ça passionnant, l'analyse des contes, ben, on retrouve évidemment les grandes lois de la psyché à l'intérieur des contes et on se rend compte que ben, les contes reposent, enfin en tout cas ceux qu'on connaît, ceux qui ont été écrits, collectés, on va dire, hein, parce qu'ils n'ont pas été inventés par Perrault, Grimm ou Afanassieff ou d'autres, mais ils ont été collectés. Donc c'est vraiment l'histoire de la mémoire de l'humanité qui a été écrite puis réécrite d'ailleurs. On se rend compte, pardon, et on se rencontre grâce aux contes, qu'ils sont
qu'il parle de l'homme, en fait, et qu'il repose sur des lois. Et ces lois, et ce processus, ben, c'est celui de l'alchimie. Donc voilà, c'est-à-dire que Blanche-Neige, c'est un conte qui parle de l'alchimie. Et puis Cendrillon aussi, et puis d'autres. Et c'est intéressant. D'ailleurs, le crapaud qui devient un prince ou une princesse, hein, selon les versions, quand le prince ou la princesse embrasse le crapaud et qu'il se change en prince ou princesse, selon si c'est l'une, c'est l'un, si c'est l'un, c'est l'une, grâce à la magie des polarités, eh bien, par exemple, on voit bien que là, c'est la transformation du crapaud en prince, elle est définitive. Donc, c'est ça la transmutation, c'est un changement de nature et d'état. C'est là où se situe, par exemple, la différence. Le crapaud ne devient pas, il devient autre chose et définitivement, en fait. Et pourquoi il s'est révélé? Parce que l'héroïne a su l'embrasser alors qu'il était a priori laid et dégoûtant, et que donc il y a eu un trésor là-dessous. Donc là, c'est le trésor dont tu parles, toi, c'est-à-dire accepter qu'on va mal parce qu'on va y découvrir quelque chose qui est sûrement, va se révéler quelque chose à ce moment-là, hein, de nous, et non pas fuir le crapaud. Ce qu'on fait un peu dans les injonctions du bien-être, en se répétant des choses toutes faites alors qu'on ne va pas regarder au fond des choses pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, ben, ça reprend les structures alchimiques, les trois phases, hein, Blanche-Neige, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, les cheveux noirs comme l'ébène, la peau blanche, les lèvres rouges. Donc ça annonce déjà les trois phases, les trois œuvres de l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Et puis il y a tout un truc comme ça, hein, sur les 7 nains, les 7 planètes, hein, ça serait, voilà, les 7 métaux, etc., 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 jusqu'au baiser du prince dans le cercueil de verre, sans le consentement de la princesse. Dieu merci, sinon elle n'aurait pas opéré sa transmutation parce qu'elle aurait été récupérée par l'idéologie. Donc elle se laisse embrasser et le souffle du prince la ramène à la vie puisqu'elle se révèle et elle va s'unir au prince. Donc il y a vraiment une réunion des polarités du féminin et du masculin dans le mariage alchimique, les noces alchimiques, ce qui d'ailleurs fait mourir la méchante reine, qui est l'ego d'une certaine manière et qui ne peut pas supporter cette transmutation, cette finale, quoi. Donc, ce conte-là et d'autres sont complètement alchimiques et c'est passionnant. Et les enfants n'ont pas besoin de savoir n'ont plutôt pas besoin de savoir qu'ils savent pour savoir. Là, moi, je fais un travail, disons, pour ça, qui me, comment dire, qui me flatte et puis qui me fait plaisir intellectuellement, où je finis par savoir que je sais à la fin. Mais on n'a pas besoin de savoir qu'on sait. Il suffit qu'on sache. Et en fait, les enfants savent très bien. Et donc, bah, vous lisez un conte une fois, deux fois, 10 fois, parce qu'ils s'en redemandent, ils s'en redemandent. Cette explication que je vous fais, moi, je la trouve formidable, mais elle est inutile au fond. Les contes se suffisent à eux-mêmes. Mais en tout cas, voilà, D'une l'alchimie certaine est... manière, je pense Non. qu'aujourd'hui, il faut faire quand même un peu attention aux interprétations faciles, entre guillemets, de certains contes. En particulier, tu citais cette histoire de crapaud qu'on embrasse et qui Mhm, se transforme ou qui se transmute en quelque mhm, chose d'autre parce qu'il était parti d'un état. Dans notre société actuelle et en particulier aujourd'hui avec ces polarités de féminin et masculin qui mhm. rentrent dans un conflit quasi perpétuel, ça devient Ouais. très compliqué. Il y a un peu ce côté de eh bien, en fait, cette femme qui embrasse le crapaud, en fait, elle embrasse toute la noirceur de cet homme, elle accepte qui elle est et quelque part, elle le sauve. Donc, il y a une espèce de Mhm, syndrome du sauveur qui peut se cacher derrière. Et en fait, ces mhm. interprétations qui sont un peu directes, si on passe pas par l'interprétation ou la couche alchimique, en fait, on va pas forcément comprendre le message de ces contes. Comme tu le dis, des enfants peuvent l'interpréter de façon facile et directe, et en même temps, d'une certaine manière, ils peuvent aussi partir dans une certaine direction qui est Alors, biaisée ou qui est ça, c'est très peut-être... intéressant. Je pense Ouais, que si le conte, je t'interromps parce que là je tu as t'en vraiment prie. dit l'essentiel, parce que Mm. je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais si le conte est bien écrit, et traditionnellement ils le sont, il ne peut pas se tromper. Parce que, en fait, ça raconte une loi. Ce qui se passe là, c'est que c'est l'interprétation qui fait que tu te trompes. C'est si le conte est mal expliqué. Dans ton exemple, c'est très clair parce que tu projettes à l'extérieur un principe intérieur. Et Mm. donc, tu dis, on pourrait penser qu'elle le sauve parce que cet homme dont elle embrasse la noirceur devient ensuite. Mais non, mais ce n'est pas cet homme n'est pas à l'extérieur d'elle. C'est son principe masculin intérieur. Donc, elle a intérêt, en effet, admettons, hein, si on continue ta métaphore, d'aller le visiter et de l'embrasser. Hein, c'est vraiment, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire de le comprendre, donc de le contenir, comprendre voulant dire prendre avec, et de l'embrasser et donc de lui témoigner son amour pour qu'il se révèle tel qu'il est. Cette pierre polie, non pas brute, informe, incapable et monstrueux, mais au contraire, noble, princier, et qui va pouvoir. Donc, c'est un travail d'harmonie des polarités à l'intérieur. Donc, le problème de cette époque qui est absolument bête et infantile, c'est qu'elle extériorise tout, donc elle désigne effectivement l'extérieur comme coupable d'eux ou responsable d'eux. Donc,
Par ailleurs, donc, elle se victimise aussi, puisque ça va avec. Et elle est incapable de lire les symboles. Mais ce ne serait pas très grave si elle était incapable de les lire et qu'elle ne les lisait pas. Mais non seulement elle est incapable de les lire, mais elle te dit, je les lis, les symboles, et je t'explique ce que c'est. Donc, c'est catastrophique. Dans ce cas-là, autant donner un conte à un enfant et le laisser le lire tout seul, ce conte. Il s'en débrouillera tout à fait bien. Sauf s'il sait pas lire. Mais d'ailleurs, j'avais. Oui, on est Oui, d'accord. c'est sûr que c'est plus dur. Je vais Mais enregistrer sinon, les j'avais contes et entendu. je vais les mettre sur YouTube en podcast et comme ça. Mais ça existe, hein, il y a des applications qui font ça, justement, qui est l'application de contes et d'histoires du Ah oui, soir, ah oui. effectivement. J'ai entendu que certains enfants, et je l'ai vécu en tant que babysitter, euh, ont besoin d'entendre le conte, le même conte, en boucle. C'est sûr, oui, Un je peu pense. comme on écouterait, tu parlais de mantra, comme Mm. on écouterait des mantras méditatifs. Et du coup, qu'est-ce que Martine et toi, Jean-Cyril, vous pouvez dire par rapport à ça en tant que thérapeute? Non, bah moi, c'est pour finir, hein, puis je laisse Martine s'exprimer. Je pense que ils ont raison, c'est-à-dire que tant que le conte n'est pas intégré, complètement intégré, et tant qu'il est une nourriture, spirituellement, psychiquement parlant, et qu'il structure l'individu, parce que le conte, la valeur du conte, enfin, le conte, il est là pour structurer la psyché intérieure. Bon, on a besoin, moi, j'ai toujours besoin d'en lire, hein, des contes, donc, pas tous les soirs, mais et à chaque fois que j'en retombe sur un conte, et je me dis, ah, mais c'est pas possible, quoi, mais comment est-ce que ce conte s'est-il transmis, quoi? Et alors, il y a des variations de ces contes, évidemment, hein, selon les cultures, les époques, tout ça. Mais enfin, il charrie toujours, comme les mythes, autant pour moi de fascination ouais, de pertinence, quand même. Moi, j'ai une perception sur le sujet parce que j'ai déjà eu des clients qui étaient un peu jeunes et qui du coup avaient un petit peu ce Ah syndrome de oui. la répétition, ce que j'appelle, c'est-à-dire le fait de revenir à quelque chose de familier, d'un petit peu doudou et Mhm. de tourner un petit peu en boucle Mhm. dessus. Déjà parce que il y avait la situation où effectivement il y avait un sens caché que l'enfant comprenait Mhm. sans vraiment comprendre, sans être capable Mhm. de le formuler, mais enfin, était relatif à sa situation. Donc ça arrive. Et puis il y a aussi le fait il y a beaucoup de parents qui projettent cette peur de changement en fait sur leur enfant. Et du coup, la familiarité, la répétition, ça crée en fait ce besoin en fait Ouais, de ouais. répéter quelque chose de Sécurité. familier Mhm. qu'on connaît, qui crée cette forme de sécurité effectivement. Donc la répétition des trucs en boucle, genre on a regardé La Reine des Neiges 150 fois. Bah oui, c'est parce que en fait aussi c'était le premier Oui, c'est autre Disney où chose. en fait les héroïnes Mhm. étaient des femmes et que le but n'était pas de trouver le prince charmant. Donc, c'était assez intéressant. Eh bien, sur ces échanges, c'était une émission super. On arrive au terme. J'aimerais terminer cette émission sur la question de notre précédente invité, qui est, Jean-Cyril, c'est une question difficile. Moi, j'ai trouvé difficile. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais quand je doute? Moi, je pense, dans le doute, il est surtout urgent de rien faire. Donc, plutôt, je laisse faire. Enfin, disons que je me suis familiarisé avec ça parce que le doute, c'est vrai qu'il est tellement là depuis longtemps. Et à tout moment, il peut survenir comme une espèce de diablotin joueur. En général, je laisse faire parce que je l'ai connu, donc je sais que l'action va me permettre de passer au-delà du doute. C'est-à-dire que là, je continue à faire ce que je fais, de manière peut-être plus mécanique qu'avant, tout en me disant qu'au fond, ce doute, il vient me chercher pour certaines raisons, je laisse faire, mais je ne m'empêche pas d'agir parce que, voilà, je m'acclimate en fait à ça. Il fait tellement partie de... Il va tellement avec la confiance que je sais bien qu'il est là, hein, comme une ombre derrière, derrière comme, je sais pas, il est derrière la porte en fait. Donc bon, voilà, il s'invite parfois à des moments où je l'attends pas évidemment, mais et puis parfois, voilà. Donc il est autant déstabilisant que nourrissant. Il est autant, on va dire pernicieux que, que sain. Et voilà, aujourd'hui, je m'en suis acclimaté. Ça me crée plus d'angoisse comme par le passé, quoi. Où ça me tétanisait et ça me crée des angoisses terribles. Et voilà, là, je peux dire que je suis plus mature aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, à 50 ans qu'à 20. Mais ouais, je m'en suis un peu acclimaté. Donc, je ne fais pas grand-chose de précis, en fait, hein. Je continue au contraire, j'essaye de faire les choses que je sais faire. Par exemple, je vais m'atteler à la discipline, voilà. Je me dis, bah, tu doutes, ben, fais ce que tu fais tous les jours et que tu fais quand tu as confiance. C'est toujours les mêmes choses.
Si tu continues de les faire pendant que tu doutes, ben c'est OK. Elles sont plus fortes que toi, quoi. C'est ces structures qui te portent. Donc, que ce soit des prières, des trucs, des balades le matin ou n'importe quoi, ou un réel hein, sur Insta, je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Et en fait, le fait de le faire, ben voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est riche. L'autodiscipline. Ouais. Et toi, Maud, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Alors moi, j'ai pas encore fait la paix avec le doute, hein. Pas comme toi, j'en suis. En plus, je suis Lion également, donc Ah le ouais, doute, ça me casse les noisettes. Mais effectivement, ouais, en c'est gros, ça. non, en gros, le doute, je pense que longtemps, ça a pu me freiner sur des choses parce que les lions, en plus, on n'a pas tant confiance en nous qu'on peut bien le croire. Hmm. Donc, on doit dealer avec, comme tu l'expliquais. Disons que j'essaie d'identifier le doute qui est lié aux résistances saines, c'est-à-dire les résistances où là, tu doutes parce qu'il faut pas y aller. Le doute qui est justement euh, qui a une bonne tempérance de l'ego, et le doute qui est un frein et qui détourne de ce qu'on veut faire. Voilà. Et j'hésite pas à en parler avec Martine en coaching quand besoin, parce que parfois, elle me connaît. Parfois, c'est un peu le brouillard. Bah oui, mais c'est J'ai vrai besoin que d'aide. c'est une réponse d'avoir quelqu'un à portée de main. C'est ce que je dis Ah souvent oui, aux oui, gens bah qui. Martine, avec ses talents, effectivement, m'aide souvent à remettre de la Bien clarté. sûr. Et toi, Martine? Et moi, bah, moi, je doute surtout des autres. C'est Non, bien. non, je doute aussi de moi, mais non, je pense que le doute est sain. Je pense que le doute, c'est quelque chose d'incroyablement sain et qu'on devrait douter peut-être plus souvent de plein de choses. On devrait être un tout petit peu plus méfiant et un peu plus critique, on va dire, derrière. Je pense que dans le doute, il y a une forme de discernement. Il y a une forme d'action de discernement qui n'est pas une mauvaise idée. Et du coup, enfin, moi, je me suis réconciliée avec le doute. Je pense que le doute, c'est un truc très riche aussi. Parce que si on doute, c'est que on est en train de chercher quelque chose de peut-être plus solide et de plus sécurisant et de plus cadré. Donc je pense il y a une forme de richesse dans le fait de douter. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour cette émission. C'était très Merci. sympa. On Merci. était très contents de te recevoir, Jean-Cyril. Et on espère que tu pourras partager encore très nombreuses tes analyses sur les contes de fées qu'on trouve absolument Merci passionnantes. beaucoup. Et Merci. merci à Maud pour ton analyse sur son profil. Et à bientôt à nos Merci à vous. auditeurs. Salut! Bye!